Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt. Nous accueillons sur le plateau aujourd'hui Johan Pelleman, chef du bureau de l'OCHA, le bureau de la coordination de l'aide humanitaire en Haïti. Nous parlons des dégâts causés par le séisme de janvier 2010, 5 ans après. Nous parlons de la situation humanitaire, ce que fait l'OCHA et les activités coordonnées par cette agence des Nations Unies. Autant de points que l'on aura donc à aborder avec notre invité ce matin. Johan Pelleman, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs. La première question est la situation humanitaire en Haïti aujourd'hui. Oui, actuellement, il reste encore des populations vulnérables qui sont encore dans des besoins qu'on définit comme humanitaires. Je parle des 80 000 personnes qui sont encore dans des camps, surtout dans la zone métropolitaine. Je parle des 25 000 personnes qui ont encore été victimes du choléra l'année passée, et les projections pour l'année actuelle, on utilise toujours les chiffres de l'année précédente pour pouvoir projeter ça sur l'avenir. Je parle également de cas de malnutrition sévère aiguë. Il y a des poches dans le pays où des interventions humanitaires pour sauver des vies, surtout des petits-enfants, sont encore nécessaires. Et puis une autre préoccupation qui est plutôt côté planification, c'est tout ce qui est lié à la préparation aux urgences, c'est-à-dire le travail que nous faisons avec les entités étatiques, tout notamment la DPC, pour bien nous préparer pour la saison cyclonique prochaine. Et l'OCHA n'intervient pas comme les agences de développement des Nations Unies. L'OCHA coordonne. L'OCHA n'est pas une agence opérationnelle en tant que telle. Nous sommes bien présents sur le terrain. Nous avons encore un bureau à Gonaïves pour couvrir le nord du pays. Mais notre travail n'est pas la mise en œuvre. Notre travail est la coordination des acteurs qui mettent en œuvre des projets, c'est-à-dire les agences des Nations Unies qui ont un mandat humanitaire et les ONG qui travaillent sur le terrain. Vous coordonnez combien d'agences ? Actuellement, on a encore 147 partenaires qui travaillent à travers nos mécanismes de coordination. Juste après le tremblement de terre, on était à 550 organisations qui travaillaient ainsi. Et c'est une agence qui a vu le jour en 1992 ? Oui, à travers une résolution de l'Assemblée générale, dans une période où le nombre d'acteurs sur le terrain dans les crises humanitaires augmentait, il s'est avéré qu'une meilleure coordination pour éviter des duplications, pour éviter que tout le monde va dans le même coin, qu'il y ait des populations qui risquent d'être oubliées, a mis en place cette structure pour mieux coordonner l'aide humanitaire. Et vous avez dit, en Haïti, il y a la question, en fait, il y a le choléra, il y a les victimes du séisme, il y a encore la malnutrition, et les gens qui sont également dans les centres, dans les camps d'hébergement, constituent les principales préoccupations, encore les domaines d'intervention des agences des Nations Unies. Avez-vous défini une priorité ? Pour toute cette couche de population, ceux qui se trouvent encore dans les camps, ceux qui risquent d'être victimes du choléra, et il y a clairement des zones rouges dans le pays où le choléra survit malgré toutes les interventions du ministère de la Santé et ses partenaires, et donc ces poches de malnutrition aiguë. Tout ça fait partie d'une stratégie commune pour des interventions et des entités étatiques et les partenaires qui travaillent en auxiliaire, si vous voulez,
à ces entités étatiques. Donc des interventions dans le domaine de la santé, dans les domaines EPA, c'est-à-dire tout ce qui a à faire avec l'eau potable, l'accès à l'eau, l'hygiène et la sanitation, et puis des interventions nutritionnelles dans des centres où les petits-enfants qui souffrent d'une malnutrition aiguë sont hébergés. Je ne parle pas du problème qui est plutôt structurel et chronique de la malnutrition. Haïti a toujours été, les dernières décennies, un pays qui souffre beaucoup d'une malnutrition, donc une insécurité alimentaire qui est presque généralisée et qui touche presque la moitié de la population. Parfois, après une crise, une sécheresse, après des ouragans, cette population peut même augmenter jusqu'à 2/3 du pays. Mais ça, c'est un problème structurel pour lequel des partenaires comme USAID, le PAM, UNICEF travaillent sur la durée. Je parle aussi de la FAO, par exemple, pour la production agricole. Ça, ce sont des interventions de développement à long terme. Là où nous intervenons en tant qu'acteurs humanitaires, c'est vraiment réellement pour sauver des vies dans l'immédiat, pour couvrir une courte période de soudure, par exemple. Après Sandy, on a dû intervenir presque partout dans le pays parce que les récoltes étaient fortement affectées par d'abord Isaac au mois d'août en 2012, et puis 2 mois plus tard, Sandy qui avait touché le sud du pays. Donc c'est des interventions ponctuelles que vous faites, et tout de suite après, des catastrophes. Immédiatement après des catastrophes, ou même pendant la catastrophe. Et vous êtes en Haïti, bon écoutez, le tremblement de terre, il y a déjà 5 ans. Nous avons ouvert notre bureau en 2004 en Haïti, juste après cette période désastreuse de plusieurs ouragans. Nous avons désactivé nos staffs, mais nous avons dû réintervenir en 2008, encore une saison cyclonique très féroce. Et puis en 2010, bien sûr, nous avons eu une augmentation de staff et l'ouverture de plusieurs sous-bureaux dans le pays. Et nous sommes actuellement en phase de transition, une phase où nous prévoyons pour 2016 de réduire notre équipe à un minimum, qui sont là en stand-by, si vous voulez, au cas où il y aurait une nouvelle catastrophe. Et s'il n'y a pas de catastrophe, si le taux de gens en situation de vulnérabilité baisse, on ne pourra plus parler de l'OCHA? Effectivement. S'il n'y a pas de besoin humanitaire, si les agences ou les acteurs de développement peuvent prendre en charge ces populations vulnérables, il n'est pas besoin d'une intervention de OCHA. Nous parlons humanitaire, la situation des gens dans les camps. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous coordonnez pour les gens qui sont dans les camps aujourd'hui? Encore, on estime à 60 000, à 70 000, et vous venez de parler de 80 000. Presque 80 000. Il y en a encore 62 000 pour lesquels on n'a actuellement pas de financement pour des solutions comme par exemple les subsides au loyer. Ce sont des solutions qui ont été utilisées pour fermer beaucoup de camps. Actuellement, nous faisons en tant que OCHA, au nom des acteurs humanitaires, un plaidoyer très fort auprès des bailleurs de fonds pour ne pas oublier ces derniers camps. Ce sont souvent des petits camps, parce qu'on a commencé bien sûr par les camps les plus visibles, les camps où les gens étaient hébergés dans des espaces publics. On s'est mis derrière le plan C6 du gouvernement. Mais maintenant qu'on était arrivé un peu à la fin du problème du déplacement, parce qu'il y avait 1,5 million de personnes déplacées juste après le tremblement de terre, ces gens qui sont souvent les plus vulnérables, sinon ils ne se trouveraient pas encore sous des bâches 5 ans après le tremblement de terre. Cela veut dire qu'ils n'ont pas des moyens propres pour sortir de cette situation. Donc ils ont besoin de l'aide, d'une assistance de partenaires pour
trouver une solution pour retrouver une vie digne. C'est parce que ce sont encore des petits camps, souvent on ne les voit même pas parce qu'ils sont derrière des murs. Nous sommes là pour faire en sorte que ces gens, 80 000, ne sont pas oubliés. Vous êtes en Haïti en tant que responsable du bureau de l'OCHA depuis quand? Depuis 2004. Depuis 2004. Oui. Moi-même, je suis là depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Ouais. Le chiffre 1,5 million de gens dans les camps, vous avez puisé ça où? Déplacés après le tremblement de terre. 1,5 million de personnes. Oui. Ce sont des recensements qui ont été faits par les partenaires et le cluster abri. Je vous pose la question, c'est parce qu'il paraît que ce chiffre-là serait controversé. Je dis il y a des gens qui estiment qu'il n'y avait pas tout cela et il n'y avait pas tout ce monde dans les camps. On peut parler des gens directement affectés par le tremblement de terre, c'est-à-dire ceux qui avaient effectivement perdu leur maison ou dont la maison était devenue inhabitable, mais aussi des gens qui sont peut-être venus de la campagne parce qu'ils voulaient ou se réunir avec leur famille ou ils voyaient des opportunités. On est dans un pays qui est structurellement extrêmement pauvre, il y a très peu d'opportunités. Et donc, oui, il se peut qu'il y a des opportunismes qui ont joué aussi. L'accès à la terre est très difficile dans ce pays. Vous savez qu'il y a des terrains publics qui ont été allotis tout de suite après le tremblement de terre. Ce ne sont pas forcément des victimes du tremblement de terre qui ont profité de ces occasions, mais aussi des autres personnes qui se trouvent dans une situation où ils n'ont pas accès à la terre. Ils ont trouvé une occasion pour trouver un lopin. Donc, mais on parle même de plus de personnes qui ont été affectées par le tremblement de terre. J'ai entendu des chiffres de 2 millions. Pas toutes ces personnes ont été assistées par les partenaires humanitaires. Les Haïtiens sont extrêmement résilients. Il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé, avec leurs moyens propres, grâce à leur famille, à leurs voisins, des solutions et qui n'ont pas attendu l'aide humanitaire. Là où nous intervenons, et nous avons fait des recensements dans les camps qui existent encore, ces recensements ont été faits en 2014, il y en a qui ont été faits en 2012-2013, démontrent vraiment que les gens qui se trouvent encore sous des bâches sont parmi les plus vulnérables et qui n'ont vraiment aucun moyen de s'en sortir seuls. Ce sont très souvent des familles uniparentales, donc une mère seule ou un père seul qui n'ont pas accès à un emploi et donc pour lesquels il faut vraiment trouver une solution. On va observer la pause au retour. Nous espérons avoir votre réaction par rapport aux critiques portées contre les ONG en Haïti déployées dans les situations que l'on sait. Et on questionne même la façon dont l'aide humanitaire a été coordonnée tout de suite après. Et puis, est-ce que l'OCHA s'est révélé, je dirais, une partenaire fiable pour le gouvernement? Comment vous travaillez? C'est des questions que j'aurai à vous poser après la pause. Très bien, merci. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, Johan Peleman, chef de bureau de l'OCHA en Haïti, le bureau de la coordination de l'aide humanitaire. Merci de votre intérêt. Ne quittez pas, on vous revient tout de suite après la pause. L'eau atterrit dans MSC+, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrier. Dans MSC+, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours, dans MSC+, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés.
faire choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Si vous besoin de votre produit premier nécessité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Ou même qui veut vendre, bon genre produits cosmétiques, marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Produits en gros en détail pour mettre la caille, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Hey, hey, quand ta boulette là, en gros en détail, Tyria, en gros en détail, Etia, en gros en détail, l'huile là, en gros en détail, saumon en gros en détail, sans besoin en détail, Titoni, en détail, en détail, depuis ces produits de qualité, dans marché Titoni, n'a besoin à bon prix. Depuis ces cailles Titoni, produits pas expiré, marché Titoni, n'a besoin tout produit. Bob Vren marché Titoni, dans building Fabnac, Boss Station Gonaïve là. Téléphone 813 14 57 à 59. L'eau atterri dans MSC Plus, c'est comme si vous étiez arrivé l'autre bord de l'eau. Matériel électrique, machine à laver, fou, frigidaire et latrine. Dans MSC Plus, c'est nous qui avons plus de variété de produits dans tout le pays. Nous avons exactement ce qu'on a besoin. Plus toujours. Dans MSC Plus, nous marions variété à qualité. La preuve, nous sommes représentants exclusifs INCO en Haïti. Un gros produit de qualité supérieure qui va le terrain dans le monde entier. Nous avons un showroom 30 000 pieds carrés. Vin fait choix pour là. Jodi à même dans MSC Plus. Sur route tabac numéro 44. Parce que m'dou, dans MSC Plus, c'est plus pour moins. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Marché Titoni. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Johan Pelleman de l'OCHA est notre invité ce matin. On parlait des ONG qui étaient en nombre important et déployées en Haïti tout de suite après le tremblement de terre. Et on parle de l'assistance mortelle. Vous avez peut-être entendu parler de ce film de Raoul Peck. On estime également que l'aide a été mal coordonnée, bien que l'on n'arrêtait pas de critiquer aussi, de lancer des flèches sur le gouvernement d'alors, et qui s'était révélé impuissant ou encore incapable de faire face à la catastrophe. Est-ce qu'il y a une part d'objectivité dans ces critiques, M. Pelleman? Je pense que quand on voit ce narratif, et il est présent dans la presse haïtienne, je pense aussi dans l'opinion publique, mais aussi dans la presse internationale, cela nous touche ou cela nous affecte particulièrement. Si l'aide a été mal coordonnée, puisque nous sommes le Bureau des Nations Unies qui s'occupe de la coordination de l'aide, ça nous touche directement, bien sûr. Comme je vous ai expliqué, après le tremblement de terre, on avait 550 membres de nos mécanismes de coordination, c'est-à-dire 550 agences onusiennes ou ONG qui travaillaient à travers nos analyses des besoins communs et nos stratégies d'intervention en commun. Il y avait beaucoup plus d'ONG qui étaient actifs dans le pays, qui ne travaillaient pas à travers ces mécanismes de coordination. Et il y a effectivement beaucoup d'ONG qui, dans une situation où il y a certaines faiblesses de l'État, et c'était certainement le cas tout de suite après le tremblement de terre, parce que l'État avait aussi perdu beaucoup des siens, avait perdu beaucoup de ses infrastructures, avait perdu beaucoup des systèmes et des experts dans la gestion d'un désastre. Donc il est vrai et il est objectif que beaucoup d'acteurs ont peut-être dépassé
ou se sont substitués à la capacité nationale qui existait. C'est l'ampleur de l'urgence qui a causé cela. C'est le fait que, bien que des ONG avec lesquelles nous travaillons sont des experts en leur matière, travaillent partout dans le monde dans les urgences, sont des personnes qui sont des intervenants, des urgentistes aguerris, mais la situation était assez particulière parce qu'on n'avait jamais vu un désastre d'une telle ampleur dans une zone urbaine, ce qui rendait le travail plus difficile et nouveau aussi. Mais je pense qu'une partie de cette critique n'est pas très objective, mais sort un peu de l'émotif, si vous voulez. Tout d'abord, les problèmes d'Haïti n'ont pas commencé avec le tremblement de terre. Le pays était déjà extrêmement vulnérable aux catastrophes naturelles. Le pays avait déjà des taux de pauvreté extrêmes avant le tremblement de terre. Et la reconstruction d'un pays ne ressort pas de l'aide humanitaire, mais de l'aide de développement, de l'aide à long terme. Il est vrai qu'il y a eu une vague et un mouvement de, comment dirais-je, de partout dans le monde. On a voulu aider Haïti. Il y a eu beaucoup de promesses, mais il y a aussi certaines faiblesses d'absorption de l'État ou des institutions étatiques, ce qui fait que le déboursement de l'argent, et de l'argent, surtout de l'argent de développement, se fait avec une certaine pesanteur, avec une certaine lenteur. Les acteurs humanitaires sont là pour sauver des vies dans l'immédiat. Le résultat est que, effectivement, on ne construit pas des maisons pour des gens, pour des victimes, on les met sous des bâches, surtout quand on parle de très grand nombre de personnes qui sont dans les besoins immédiats, qui dorment en plein air, qui n'ont pas accès à l'eau, qui n'ont pas accès à la nourriture. Nourrir des gens tous les jours, ce n'est pas du gaspillage d'argent, mais ça dépense énormément d'argent si on parle d'un très grand nombre de personnes. J'entends des chiffres sur l'argent qui aurait été dépensé. Pour ce qui est de notre système humanitaire, on a eu un décaissement d'à peu près 1,2 milliard tout de suite après le tremblement de terre, donc je parle de 2010-2011. Et après, il y a eu une chute de l'attention du monde, parce qu'il y a des crises ailleurs, qui s'est ressentie à partir de 2012, où on est allé vers 300 millions de dollars. Il y avait encore un résidu de l'année précédente qui n'avait pas été déboursé. Et actuellement, en 2014, on a eu 85 millions de dollars à peu près à dépenser. Donc, en total, pour l'aide humanitaire qui nous concerne, on parle d'un chiffre d'1,8 milliard à peu près. C'est énorme, je sais. Mais le nombre de personnes affectées, on parlait effectivement de millions de personnes qui étaient affectées. Il y avait les gens qui étaient déplacés, il y avait l'énorme problème du choléra qui s'est produit la même année, à la fin de 2010. On a eu 350 000 victimes la première année, après l'introduction du choléra. Ça requiert des interventions d'urgentistes, des médecins, de staff paramédicaux, de spécialistes en eau potable, en décontamination partout dans le pays. Cela, effectivement, ça coûte beaucoup d'argent. Puisque nous parlons de l'humanitaire, revenons sur un chiffre avancé par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. On estime à environ 400 000 le nombre d'emplois temporaires créés de 2010 à nos jours. Est-ce qu'on peut avoir quelques précisions sur les domaines? C'est dans quel domaine on avait créé ces emplois? Quoi temporaire, évidemment. C'est tout d'abord dans la reconstruction, dans les déchets, le débris, les 11 métric tonnes, millions de métric tonnes de débris qui ont été traités, qui sont maintenant aussi recyclés et utilisés pour la construction de nouvelles maisons. C'est des travaux de mitigation. Par exemple, chaque année,
On fait avant ou pendant la saison cyclonique le nettoyage des canaux. Ce sont des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Et c'est ce genre d'intervention qui font que même les humanitaires créent un certain nombre d'emplois. Ce ne sont pas des emplois à long terme, ça c'est vrai, mais ça injecte au moins du cash dans la société et surtout dans les coins reculés ou les poches de vulnérabilité. Ça aide beaucoup les gens à absorber et mieux sortir du choc dont ils ont subi. Est-ce qu'on peut dire qu'avec le temps, il y a une bien meilleure coordination entre le gouvernement et les ONG via l'OCHA, par exemple? Via nos mécanismes de coordination. Il y a, pour chaque secteur d'expertise, après le tremblement de terre, on a créé ce qu'on appelle les clusters, c'est-à-dire on met ensemble tous les intervenants en abri, c'est-à-dire toutes les ONG qui sont actives dans l'aide ou dans l'assistance des personnes qui se trouvent dans les camps, toutes les personnes qui s'occupent de l'éducation, toutes les personnes qui... Donc, c'est à travers ce système qu'on a géré, dans les 2 premières années, l'urgence. Les entités étatiques font partie de ce système. Mais maintenant, nous sommes arrivés à une phase où la coordination se fait par les entités étatiques avec un appui des partenaires. Donc le lead est avec la partie gouvernementale. Et là, on voit effectivement qu'il y a des entités étatiques qui sont très performantes dans la coordination et avec lesquelles nous travaillons très bien. Maintenant, nous sommes en 2015, 5 ans après certains problèmes demeurent entiers. Il y a des gens qui sont encore vulnérables. Le choléra demeure une préoccupation. Il y a plus de 105 camps à travers le pays, à travers la région métropolitaine notamment. Et on a besoin d'argent, pour vous répéter. Et on cherche à mobiliser les bailleurs pour voir dans quelle mesure leurs regards peuvent être retournés sur Haïti, en dépit du fait qu'à travers la planète, il y a d'autres préoccupations, il y a d'autres crises mondiales. Est-ce que l'on peut dire que ces gens-là qui sont dans les camps, ils sont pour longtemps encore? Non, je pense qu'on peut résoudre le problème cette année, en 2015. C'est juste une question d'argent, de disponibilité d'argent. La capacité logistique, parce que c'est quand même tout un travail de reloger 80 000 personnes, la capacité logistique est encore là. Et je pense que les bailleurs en sont très conscients. Ceux qui ont financé la relocalisation, c'est-à-dire le Canada, l'Union européenne, les États-Unis, ne vont pas laisser tomber ces dernières personnes vulnérables qui se trouvent encore dans les camps. Donc nous sommes actuellement en train de voir avec eux comment on peut avancer et comment on peut en finir. Mais il y a certains problèmes qui se posent. On a pu trouver des solutions pour à peu près 300 000 personnes à travers des subsides au loyer, mais toujours est-il qu'il faut trouver des espaces, des maisons, des appartements disponibles pour héberger les gens. Et il se trouve qu'on risque d'arriver à un certain seuil où il va falloir d'abord reconstruire avant de pouvoir héberger. Mais il y a aussi d'autres options, d'autres solutions qui peuvent être envisagées. Il y a des gens qui se trouvent dans une situation de déplacement dans un camp, mais qui ont commencé, avec leurs propres moyens, à investir dans l'endroit où ils se trouvent. Donc, à construire un peu en dur, à mettre des tôles au lieu des bâches. Il ne faudrait pas que ces investissements que les gens ont faits seraient perdus. Donc, on parle aussi d'une formalisation de certains camps et de leur intégration dans les quartiers où ils se trouvent. Donc, ça aussi peuvent être des solutions. Et avec les partenaires, on essaye de voir comment
ça dépend un peu, c'est du cas par cas, comment on peut intervenir. On ne veut pas non plus oublier les personnes qui ont été dans une situation de déplacement et qui peut-être, après la solution qu'on leur a offerte, se trouvent encore dans des situations extrêmement vulnérables. Donc l'année passée, on a fait avec l'UCLBP un recensement dans les quartiers qui se trouvent à proximité des camps ou des quartiers qui ont absorbé un grand nombre de déplacés pour voir comment les gens qui ont trouvé une nouvelle vie dans ce quartier, comment ils vivent actuellement, dans quelle situation ils sont. Est-ce qu'ils ont accès à un emploi? Est-ce qu'ils ont accès à des services de base? À travers ce genre de recensement, on peut voir si il faudrait peut-être une deuxième couche, mais cette fois-ci pas dans les camps de déplacement, mais dans les quartiers qui ont absorbé les déplacés. Donc, on ne laisse pas tomber les gens après une intervention. On veut qu'ils peuvent redémarrer une vie d'une manière aussi digne possible. Alors, et avant de terminer, je voudrais revenir sur cette annonce que vous venez de faire, M. Peleman. Dois-je comprendre, ou bien devons-nous comprendre que l'année prochaine, à pareille époque, on sera en 2016, et si je dois faire un bilan quelconque, si je dois faire un bilan, dresser un bilan avec l'OCHA, on parlera plus, on ne pourra plus parler de camps d'hébergement. Déplacés affectés par le tremblement de terre. Le problème sera totalement résolu. Tout dépend bien sûr des bailleurs de fonds, mais je suis confiant que les bailleurs qui nous ont aidés à assister ces populations jusqu'à présent ne vont pas oublier les dernières 20 000 familles qui se trouvent encore dans les camps. Donc 70 000 personnes, c'est 20 000 familles? C'est à peu près 4 personnes par famille. Ouais. Bon, eh bien, merci. On l'espère bien, quand même. Oui, mais je suis assez optimiste. Et les bailleurs de fonds sont responsables, sont conscients du problème. Merci infiniment. Johan Peleman, chef de bureau de l'OCHA, le bureau de la coordination de l'aide humanitaire en Haïti. Merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin sur le plateau de Métropole, de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le responsable de l'OCHA, le bureau de la coordination de l'aide humanitaire en Haïti, Johan Peleman, était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni.